C'est une maladie qui est apportée par les poux de corps. Ce ne sont pas les mêmes que les poux que l'on peut avoir dans les cheveux. Et bien sûr, comme nous avions peu moyens pour être propres, les poux, nous passions beaucoup d'heures à nous épouiller, à nous chercher les poux et à les craquer entre les ongles comme ça. Au début, nous les comptions, après même plus. Et ces poux de corps se mettaient aussi dans les vêtements. Et le typhus, c'est une maladie où les malades ont énormément de fièvre, ils délirent, où ils s'en sortent, où ils en meurent. S'ils arrivent à échapper, à sortir de cette température, de cette fièvre, ils arrivent à en survivre. Mais nous avions, disons, l'hiver 44, l'eau était gelée, nous n'avions pas d'eau, il fallait casser la glace pour avoir un peu d'eau et se laver. Et moi, j'aimais pas beaucoup ça l'hiver, et ma sœur me traînait de force dehors. Il faut te laver, comme si c'était une obsession chez elle. Est-ce qu'elle sentait que c'était de cette façon qu'on survivrait, mais il fallait se laver, il fallait se laver. En tant que déporté, qu'est-ce que vous pensez des Justes de la Nation? Ce que je pense des Justes de la Nation, je ne peux qu'être émerveillée. Il y en a eu beaucoup, beaucoup de Justes. Nous, si nous avions écouté si ma mère avait écouté ce policier, 7 policiers qui ont sillonné toute la ville de Nancy pour prévenir les Juifs de l'arrestation qui était imminente, qui a eu lieu le 19 juillet 1942, je n'aurais pas été déporté, on aurait pu se cacher. Et beaucoup de civils ont beaucoup de civils ont pris des enfants, ont caché des enfants dans leur famille. Et ils risquaient leur vie. Ils risquaient leur vie. C'était un acte de bravoure. Beaucoup ne le savaient pas, mais ce sont des gens qui ont fait des actes de bravoure. Comment? Oh, il n'était pas tendre. Il n'était pas tendre. Il y avait les Allemands, il y avait les capots, qui étaient choisis parmi les prisonniers. C'était souvent des droits communs. Il y avait aussi des déportés juifs qui étaient capots. Mais les enfants, vous savez, s'il y avait un coup à recevoir, ils n'étaient pas épargnés. Il y avait des appels. Le matin, on commençait par l'appel, qui pouvait durer 2 heures, 3 heures, selon leur bon vouloir, parce qu'il y avait les gens qui partaient travailler, qu'il fallait déjà compter avant qu'ils ne partent travailler. Après, il y avait ceux qui étaient malades, qui étaient au revier. Il fallait les compter. Il fallait compter ceux qui restaient dans les baraques. Il fallait compter ceux qui restaient sur la place d'appel. Et le compte, selon leur bon vouloir, leur compte n'était jamais bon. Alors ça pouvait durer 1 heure, 2 heures. Je me souviens d'une appel qui a duré pratiquement toute la journée. Et les gens qui tombaient, les déportés qui tombaient, il ne fallait pas les relever, on n'avait pas le droit. Il fallait rester debout. Debout. Et moi, je me souviens qu'enfant, en hiver, on essayait de ne pas être sur le bord, ni devant, ni sur le bord, d'être au milieu des femmes, parce qu'on était rangés par baraque. On avait l'impression de sentir moins le froid, et puis on était plus protégés. Et bon, ma sœur n'allait pas assez vite pour sortir de la baraque, de descendre du bas-flanc. Un capot a voulu la taper dessus, et c'est une femme qui était alitée, qui l'a protégée, qui a pris les coups pour ma sœur. Vous voyez, enfant ou pas enfant, par contre, nous n'allions pas travailler. Les mères allaient travailler, mais pas les enfants. Donc nous étions livrés à nous-mêmes toute la journée. C'est comme ça qu'avec ma sœur, on circulait de baraque en baraque, on allait voir les Grecs, on allait voir les Tripolitains, il y avait de toutes les nationalités.
Et les appels, c'était très très difficile. Je me souviens qu'un jour, la chef de baraque me dit « Tu reste couché ». J'étais pas bien, je ne pouvais plus me chausser, j'avais des engelures. Et donc, moi, je reste, et un capot arrive et il commence à brandir nous, on appelait ça une schlag. Et il me dit « Qu'est-ce que tu fais là? File !» Qu'une chose, j'ai attrapé mes chaussures et je suis partie pieds nus dans la neige pour aller à l'appel. Arrivé sur place, voilà. Est-ce que certains Allemands vous ont tendu la main à certains moments, même des petits gestes? Non, jamais. Jamais. Quand vous donnez une fois à manger par jour, ou voire une fois tous les 3 jours, ils ne voulaient plus vous donner à manger, vous avez pu les manger? Ça, je l'ai su plus tard. Il y avait d'énormes réserves de nourriture. Et ça, nous ne le savions pas. Nous, on s'était délibérés. Je pense que c'était délibéré. On allait voler des rutabagas crus et on mangeait des rutabagas crus, ce qui nous rendait tous malades. On avait la dysenterie. Il n'y avait plus d'eau à la fin. Il y avait eu un bombardement sur le camp et plus d'eau. Les fours crématoires, il y avait un four crématoire au début, il marchait jour et nuit. Mais à la fin, ça ne suffisait plus. C'est pour ça qu'on trouvait des cadavres un peu partout. Le camp a été libéré par les Anglais. Il y a eu un reportage fait là-dessus. Et ils ont été affolés. Ils ont été affolés, effrayés, pas affolés, mais effrayés. Certains Anglais, même d'autres qui ont soigné les déportés, en sont morts également. Ils ont attrapé le typhus et ils sont morts également. Ils ne savaient plus quoi faire des déportés qui continuaient à mourir. Et tout à la fin, quand le camp a été vidé, ils ont brûlé toutes les baraques du camp pour essayer d'arrêter cette épidémie. Non, je pense que c'était délibéré. Je me souviens que même au début, on avait 5 cm de margarine. Je pense que c'était de la margarine par semaine. Je commence par qui? Honneur. Le rutabaga, c'est quoi exactement? C'est un légume. C'est un légume qui ressemble, c'est très filandreux. Je me suis bien promis de ne plus jamais en manger. Et je dis ça, mais si j'avais très faim, je crois que j'en mangerais encore. Mais c'était très mal cuit, on trouvait... C'est pas trop ce qu'on trouvait dans notre soupe. Il ne devait pas être souvent lavé parce que ça crissait, il y avait de la terre, il y avait peut-être même qui sait des rats, on ne sait pas ce qu'il y avait dans nos gamelles. C'était vraiment insipide. Mais bon, on avait faim, on mangeait. On volait, on se volait. Ma sœur, une fois, a volé la ration de pain d'une déportée, et puis on se les partageait. On était des enfants, c'était pour nous la faim. D'ailleurs, vous voyez sûrement aux infos aux informations des pays où les enfants meurent de faim. C'est une souffrance, c'est douloureux d'avoir faim. C'est douloureux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous exprimez un sentiment de rancœur avec Je ne veux pas être très gentil, je ne leur ai jamais pardonné. Aux nazis, je ne leur ai jamais pardonné. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Vous avez porté l'étoile jaune, comment vous l'avez pris? Tu sais, j'étais une petite fille, j'avais 6 ans, c'est à partir de 6 ans qu'on portait l'étoile jaune. Alors, je ne sais pas si tu te représentes sur une poitrine de petite fille, une grosse étoile comme ça.
Alors au départ, notre mère s'arrangeait, on avait un petit gilet, on retournait. Puis après, bon, on s'habitue. On s'habitue. Est-ce que vous savez comment est l'histoire de votre mère après J'ai essayé de retrouver il n'y a pas très longtemps dans les archives. J'ai su à Paris que normalement, en tant que femme de prisonnier de guerre, même étant étrangère, elle n'aurait pas dû être déportée à Auschwitz. Et il y a eu, parmi ces femmes de prisonniers de guerre, 10% d'erreurs, 10% de ces femmes qui ont été à Auschwitz, ont été directement déportées. Et je sais qu'à Nancy, la majorité des femmes, lorsque nous avons été arrêtés, nous étions une quinzaine d'enfants. La majorité de ces femmes ont été à la prison Charles III de Nancy. Ma mère, je ne sais pas pourquoi, elle avait eu un malaise, elle était au sol. Deux soldats allemands, ce qu'on appelait la Feldgendarmerie, je ne sais pas, c'était ces gendarmes qui avaient des grosses plaques là. Ils sont venus, ils l'ont emmenée, et elle s'est retrouvée dans un autre endroit, dans une caserne. Dans une caserne où sans doute il y avait aussi des détenus. Je sais qu'elle est partie à Auschwitz, et c'est en compulsant des listes que j'ai su qu'elle était partie par le convoi numéro 11 à Auschwitz. Et voilà une nouvelle. Tout au début, est-ce que vous saviez ce qui se passait? Non. Mais même pour moi, c'était étrange. Je ne comprenais pas pourquoi on arrêtait les Juifs. J'étais une enfant de 6 ans. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire d'être juif pour moi? Je vivais en France. Alors, ma mère avait un très fort accent, bien sûr. Mais elle parlait français. Elle avait des amies françaises, des amis français. On côtoyait... Il y avait bien sûr la communauté juive de Nancy. Là, elle parlait le yiddish, mais avec le français, elle faisait l'effort de parler le français. Elle essayait de s'intégrer. Mais donc, je ne comprenais pas. Alors, je me disais, pourquoi? Je ne comprenais pas. J'ai compris après. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez compris? De la douleur. De la souffrance, parce que nous étions comme tout le monde, sauf que notre religion était différente. Alors là, en principe, la religion, c'est la tolérance, quelle qu'elle soit. Dans quelles conditions vous dormiez Au camp, c'était des bas-flancs de 3 étages. Ils étaient tous alignés. Entre chaque lignée de bas-flanc, il y avait un petit passage, juste de quoi s'introduire. Au milieu du baraquement, il y avait, je crois, une table avec un banc de chaque côté. Si nous voulions aller aux toilettes, il fallait sortir. Il y avait un baraquement, ce qu'on appelait les tinettes. Enfin, les tinettes, c'était les seaux. C'était un baraquement. Il y avait une planche avec des trous, et de l'autre côté, pareil, une planche avec des trous, donc c'était la promiscuité complète quand nous avions besoin d'aller aux toilettes. Et quelquefois, quand les gens ne sortaient pas assez vite, les capots arrivaient là, ils commençaient à taper, sortez. On n'avait plus de pudeur, on n'avait plus de notion de pudeur. Au départ, on était un peu choqués, mais après, se mettre nu devant un homme, une femme, on était déshumanisés en quelque sorte. Comme le fait de passer à côté des cadavres sans plus rien ressentir. Est-ce que vous avez aussi ressenti quand il y avait quand on a tué les nazis, qu'il y avait
Je t'avoue que j'étais ravie. J'étais contente. Et c'était normal. On sortait là d'un tel cauchemar que on avait envie, au départ, on avait envie de vengeance. Mais c'est humain, la vengeance. C'est humain. Après, on raisonne. On savait bien que tous les Allemands n'étaient pas des nazis, puisqu'au début, ce camp de Bergen-Belsen était pour les opposants nazis. Et il y a eu quelques résistants allemands aussi. Mais vous savez, ils étaient, au fond, comme les Français. Ils ont eu peur. En France, il y a les Français qui ont résisté. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Les Français qui ont résisté, les Français qui ont été indifférents et les Français qui ont collaboré. Et je pense qu'en Allemagne, ça a été la même chose. Mais bon, il y a eu peu de résistants allemands. Est-ce que vous avez connu des personnes qui ont essayé de fuir le camp? C'était impossible de fuir le camp. Impossible. Il y avait des miradors, il y avait les chiens, il y avait les gardes. La nuit, les miradors éclairaient tout le camp. C'était impossible. C'était inimaginable. Et pour aller où? Pour aller où? Et des enfants, encore moins. Des mères avec des enfants, encore moins. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Anne Frank, elle est morte dans ce camp. Non, moi je peux vous dire qu'il y avait le camp des Russes. Alors là, je crois qu'ils étaient encore plus maltraités que nous. Ils se battaient entre eux pour une gamelle de soupe. Et on a même parlé de cannibalisme à Bergen-Belsen. Ça, je ne sais pas, moi. Dans notre baraque, non, mais il paraît qu'il y a eu des actes de cannibalisme. Si quelqu'un tentait de s'évader du camp, qu'est-ce qui lui arrivait? Il était tué. Il n'avait pas d'état d'âme pour ça. Vous avez dit qu'il y avait une femme Qui s'est occupée de nous. Oui, voilà. Oui. Est-ce que vous aviez l'affection? Elle a attrapé le typhus. Donc on a été séparés, nous sommes rentrés sans elle. Et à Paris, nous l'avons retrouvée, nous l'avons revue. C'est vrai que ma sœur et moi, nous aurions aimé qu'elle continue à vivre avec nous. Et c'était une jeune femme, elle avait quoi, 26, 27 ans. Elle n'a pas voulu, elle voulait vivre sa vie, elle aussi. Puis après, la vie a fait que, nous avons dû nous battre pour nous réinsérer, pour survivre. Et lorsque nous avons voulu reprendre contact avec elle, c'était trop tard, elle était morte. Elle est morte très très jeune. Ça, c'est un de mes regrets, de ne pas avoir pu l'aider même à la fin de sa vie. Est-ce que vous regrettez, dans tout ce qui vous est arrivé, de ne pas avoir fait certains actes? Ah, je pense que je suis née ou trop tôt ou trop tard. J'étais trop jeune. Je pense que ma sœur a eu des actes de courage pour moi. Sans elle, je pense que je lui dois la vie, parce qu'elle s'est battue pour moi. Mais d'une certaine façon, elle me doit la vie, parce que je pense que si je n'avais pas été là, si elle n'avait pas eu cette responsabilité, elle se serait peut-être laissée aller beaucoup plus vite. Ça a été un échange inconscient. Je pense que ça a été inconscient. Vous en voulez à votre voisine de vous avoir dit de ne pas vous cacher? Que faire? Que faire? Ma mère n'aurait pas dû l'écouter. Elle faisait confiance. Est-ce que vous pensez que cette dame
l'a dit volontairement pour... Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle était au courant qu'ils allaient passer quand même? Elle savait qu'ils allaient passer, mais bon, je ne sais pas. À quel moment vous êtes senti le plus déshumanisé? En arrivant en Allemagne, tout de suite. Avant, j'étais très très malheureuse. À Drancy, à Écrouves, dans les maisons d'enfants, j'étais malheureuse parce que je voulais ma mère, je voulais ma famille. Mais c'est vraiment en arrivant en Allemagne. Et très rapidement, très rapidement. Mais les femmes de cette baraque avaient un courage extraordinaire. Elles se sont battues pour leurs enfants, pour que leurs enfants survivent. Je suis sûre que certaines se privaient de nourriture pour la donner à leurs enfants. Mais très vite, la dégradation arrive très très vite. On ne s'en rend pas compte, je pense, au départ. Ça vient comme ça. C'est comme une descente aux enfers. Est-ce qu'après ça, vous avez réussi à continuer une vie, on va dire, normale? Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de psychologue. Nous avons été nos propres psychologues, je crois. Parce que même les adultes ne comprenaient pas les enfants. Alors on a appris à se taire complètement, à se murer. Même mes propres enfants, je ne leur ai pas parlé. J'ai commencé à leur parler parce que nous sommes partis toutes les trois à Bergen-Belsen. Elle voulait absolument y aller. Elle savait que j'avais été déportée. Elle ne l'ignorait pas, mais je ne leur ai pas raconté beaucoup de choses. Elle savait que je ne pouvais pas parler. Et un jour, pour le 60e anniversaire de la libération des camps, c'était pas très longtemps, une de mes filles m'a dit « Moi, je vais là-bas ». Je crois que je ne pouvais pas faire autrement que d'accompagner mes filles. Et elles ont vu. Il n'y a plus rien dans ce camp. Et c'est peut-être... Je crois que c'est plus difficile que si le camp existait encore, parce qu'on voit des monticules avec des tumulus. Là, tant de morts, dans un autre endroit, tant de morts, 5000 morts, 2000 morts, 800 morts. Le camp n'est fait que de ça. Et ce qui est étrange, on voit des fleurs qui poussent dans l'herbe, on entend les oiseaux. J'ai été surprise. On se dit que ce camp, sans baraque, est très parlant, tout au moins pour moi. Pour d'autres de mes camarades d'enfance, pour eux, le fait de ne plus rien voir dans ce camp, c'est un traumatisme. Ils préféreraient qu'il y ait des traces. Chacun réagit différemment. Mais c'est vrai que la vie n'a pas été facile. La vie n'a pas été facile parce qu'on porte ça en soi. Dans le camp, il n'y avait pas d'herbe. Non, c'était de la boue. L'hiver, c'était de la boue. Et derrière les barbelés, on voyait une forêt. Il y avait une forêt. Et quand j'ai vu cette forêt, là, en y retournant, je me dis, c'est bizarre. Elle me paraissait tellement plus dense quand j'étais enfant, très épaisse. Et là, elle me paraissait clairsemée. Avec tout ce que vous avez fait, Mathilde, quelle est la chose qui vous a fait le plus mal? C'est qui vous sépare de votre mère? Bien sûr, bien sûr. Elle m'a manqué tout au long de ma vie. Et pourtant, j'ai des enfants, je suis grand-mère. D'une certaine façon, c'est une victoire, ça. Vous disiez que vous étiez souvent malade, mais c'était moralement que vous étiez malade. Moralement, physiquement aussi, j'étais un petit être fragile qui a résisté, voilà.
peut-être parce que j'avais besoin de moins de nourriture que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. C'est étrange. D'autres sont morts très vite et d'autres ont résisté. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Quand vous étiez dans le camp, vous étiez à combien de personnes par la... Je suis incapable de te le dire. C'était énorme. Je crois que dans notre coin, il y avait une chef de baraque et je pense qu'à l'autre bout de la baraque, c'était énorme ces baraques. Je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question. Mais tiens, c'est une question que je poserai à mes amis. Et qu'est-ce que vous faisiez de vos enfants? Les adultes allaient travailler. Les adultes allaient travailler, récupérer des chaussures, elles coupaient les morceaux de cuir qui étaient bons. D'autres, ils cultivaient des vers à soie, je ne sais pas pourquoi, récupéraient les fils. D'autres travaillaient dans les cuisines. D'autres s'occupaient comme des cantonniers à restaurer. Et les enfants ne travaillaient pas. La journée, nous étions seuls. Et bon, j'ai retrouvé ce que j'appelle mes camarades de pension. J'en ai retrouvé quelques-uns. Certains dont je me souvenais, d'autres pas du tout, parce que la baraque était très grande. Et ceux qui étaient sans mère étaient souvent ensemble, on se regroupait. Et d'autres ne se souviennent pas de moi, mais une fois par an, nous nous retrouvons. Nous ne parlons pas des camps, nous parlons de nos enfants, de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants maintenant. Il était grand le camp? Ah oui, 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 c'était immense. Très très grand. Je suis sûre que je n'ai jamais sillonné tout le camp. Il y avait des barbelés entre les Russes, étaient complètement à part. On les voyait, mais ils étaient à part. Est-ce que les Allemands, quand les femmes étaient déguisées, des fois pour profiter des femmes? Je crois qu'elles étaient dans un tel état de misère que je ne sais pas, mais je ne pense pas. C'était impossible. C'était des cadavres ambulants. Nous étions des cadavres ambulants. Mais je ne sais pas. Quand vous étiez dans le train et vous étiez en train de vous faire bombarder, Oui. est-ce que on leur parlait russe? Les Russes ou les Américains, je ne sais pas. Ils se sont rendus compte Oui, parce que les nazis ont mis un drapeau blanc et après ce qui est curieux, régulièrement ils survolaient mais très bas le convoi, le train. Donc nous nous sommes retrouvés en zone soviétique et de l'autre côté de l'Elbe, c'était la zone américaine. À partir de quand avez-vous pu parler de tout cela? Pas très longtemps. Pas très très longtemps. C'est la deuxième fois que je témoigne. Et c'est difficile encore. C'était quoi la motivation pour rester dans le camp? L'instinct de survie. Puis c'est ce que je te dis, la vie c'est plus fort que tout. L'instinct de survie. Peut-être le désir de retrouver la famille aussi. Et je pense que sans ma sœur, je n'aurais pas survécu. Après tout ce qui vous est arrivé, est-ce que vous avez quand même réussi à vivre une enfance normale? Enfin, après, est-ce qu'on vous retrouve dans votre temps? Oh, ça a été difficile. Ça a été difficile. Parce que j'avais plus la mentalité d'une petite fille de 9 ans. Mais bon, on voulait s'en sortir. Mon père était pauvre. Au début, nous n'avions plus rien du tout, même pas de vaisselle, même pas de lit, rien. Mais bon, c'était pas important ça. C'était mieux que ce que nous avions eu pendant la guerre. Vous êtes resté combien de temps dans le camp?
En Allemagne, 11 mois. Et c'était vraiment la fin. Je crois que nous n'aurions pas pu tenir beaucoup plus longtemps. Vous êtes retourné sur les lieux? Là, pour le 60e anniversaire de la libération du camp, oui. Et nous étions nombreux de tous les pays. C'était un très très gros rassemblement. Pendant la guerre, mon père était au courant que vous aviez été... Oui, parce que ça a été assez curieux. Nous avions eu le droit d'écrire une fois quand nous étions en déportation. Les Allemands ont autorisé une fois. Donc ma sœur a écrit. Voilà. Et ce qui est curieux, les Allemands qui déportaient les Juifs sans distinction, Juifs étrangers, Juifs français, les prisonniers de guerre juifs, ils ne les ont pas déportés. Alors ils étaient à part, mais ils ne les ont pas déportés. Alors il y a des choses qui paraissent parfois assez curieuses. Et nous avons reçu un colis de notre père, à Bergen-Belsen, qui avait été un peu ouvert. Mais on avait récupéré, je crois, de la margarine, du sucre, et curieusement, avec cette femme, on dit, on va garder ça pour aujourd'hui, ça pour demain, ça. On a tout mangé en une fois. Y a-t-il beaucoup de gens qui ont essayé de se suicider? Il y en a qui se sont laissés mourir. Vous en parlez facilement avec vos enfants, vos petits-enfants, tout ça? Elles savent que j'ai été déportée et je pense qu'elles sentaient très fort qu'il ne fallait pas me poser de questions. Mais ça ne les a pas... Je pense que pour elles, ça a été un problème également. Pendant le bombardement, est-ce qu'il y en a qui ont essayé de se s'atterrir en même temps que les Mais mots? non. Pour aller où? Pour aller où? Nous étions en Allemagne. Non, mais vous suicidez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont dû errer sur les routes. Je sais que dans notre convoi, j'ai entendu dire qu'une femme était partie comme ça sur les routes, en disant je finirai bien par rentrer en France. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Nous étions tellement choqués que on ne se posait peut-être pas cette question à ce moment-là. Et bon, lorsque nous étions à Trobitz, il y a eu encore beaucoup de morts là. Morts du typhus, morts de misère aussi. Est-ce qu'à certains moments, vous avez eu envie de lever Il y a des moments où vraiment, je pense que je me serais laissé couler s'il n'y avait pas eu ma sœur. Oui, j'avais plus envie de me battre. Elle avait de l'énergie pour deux. Ben, tant qu'elle a pu, parce qu'à la fin, je crois qu'elle sentait la mort approcher, là aussi. Est-ce que vous aviez peur de Je ne sais pas. On savait qu'on allait mourir, mais nous avions vu tellement de morts que c'était habituel. Mais on se raccrochait, tout au moins ma sœur se cramponnait, elle voulait rentrer. Est-ce que vous vous considérez comme chanceuse par rapport aux autres que vous avez connus? Quelque part, il y a une part de chance, oui. La chance d'avoir eu un père prisonnier de guerre, la chance d'avoir une sœur qui s'est occupée de moi. La chance d'être dans une baraque où il y avait quand même une certaine solidarité.
Je me souviens que la chef de baraque, quand on rentrait, je ne sais pas comment elle se débrouillait. J'ai su il n'y a pas très longtemps que dans la baraque des Hollandais, des Hongrois, il y avait un poêle. Et le campement des Hongrois était proche du nôtre. Et en hiver, quand on rentrait, je ne sais pas pourquoi elle se débrouillait, on avait une espèce d'eau chaude à boire pour nous réchauffer. Elle donnait ça aux enfants. Les fonds des gros chaudrons où nous distribuions la nourriture, souvent le fond était un peu plus épais, donc le fond, c'était réservé aux enfants à tour de rôle. Les enfants, ça aide de quel âge à quel âge? Oh, j'étais pas la plus jeune, hein. Il y avait des bébés de 2 ans, de 3 ans. Il y en a qui ont survécu. Les plus vieux, je crois, à partir de 15 ans, si c'était des garçons, ça passait dans le camp des hommes. Il y a même une petite fille qui a survécu, c'était extraordinaire, un bébé de, je crois, 3 ans, 4 ans, 3 ans. Et quand nous sommes arrivés à Trobitz, sa maman s'est installée dans une maison. On fouillait partout pour trouver de la nourriture. Et elle a trouvé du lard. Elle a remonté le lard, elle l'a préparé. Et en fait, c'était du lard empoisonné. On pense que c'était destiné aux rats, comme il y avait des rats. Et la petite fille est morte. La maman a survécu, mais la petite fille est morte. Les premiers morts que vous avez vu tomber, vous avez quelle réaction? On était un peu effrayés. Bon, les morts, on les mettait devant les baraques. On était surpris, on ne comprenait pas trop. Et puis, voilà, ça a commencé à vraiment à nous être indifférents quand on a vu qu'on les emmenait dans des tombereaux, tirés par des hommes. Et après, bon, ils étaient entassés dans des coins, il y avait des monticules de cadavres. Est-ce que vous avez de la famille ou des amis proches qui ont été envoyés en camp d'extermination? Ma mère, j'ai une tante, un oncle, et les trois fils, une autre tante, oncle et cousins qui, eux, ont réussi à passer en zone libre, et une autre famille, lui aussi. Elles étaient 4 sœurs. Mais la famille de mon père, ils étaient 7 enfants vivants. Mon père était le seul à être venu en France et personne de sa famille n'est revenu. Vous étiez au courant de ce qui se passait du coup? Ah non. Non, on nous avait dit, vous allez dans un endroit magnifique, un château où tous les enfants vont être regroupés, vous serez bien. Le château, c'était Bergen-Belsen. Est-ce que vous avez réalisé tout ce que vous avez vécu tout de suite ou après? Non, tout de suite. On se rend compte tout de suite de ce qu'on vit. Tout de suite et après, on le réalise encore plus profondément, je crois. Parce que tu es habité par ça reste en toi. Vous avez dû gagner beaucoup de maturité en très peu de temps. Oh, je pense. On devient très vite adulte. Adulte avec des manques aussi. Avec énormément de manques. Avec toutes les horreurs que vous avez vécues, comment vous réagissez quand vous voyez qu'il y a encore des gens qui sont ici? C'est pour ça que je commence à témoigner aussi. C'est pour ça, entre l'antisémitisme et le racisme, le négationnisme, le révisionnisme maintenant, on se dit qu'il faut être vigilant. La vigilance s'impose maintenant. Et je pense que aucune conviction, aussi forte soit-elle, qu'elle soit
politique, qu'elle soit religieuse. Je pense qu'aucune conviction ne mérite qu'on tue pour ses convictions. Aucune. On tue pour se défendre, pas autre chose. Et encore. Est-ce que vous êtes encore juive ou est-ce que vous avez abandonné la religion? Non. Non. Je ne suis pas pratiquante, mais je me considère juive. Je pense que je l'ai porté à bout de bras, mon judaïsme. Mais pourtant, mon mari n'était pas juif, il était chrétien. Mais non, je me sens toujours juive. Malgré les luttes antiracisme, Oui. antisémites, est-ce que, il y a encore beaucoup de racisme en France. Est-ce que vous avez peur de ce que vous avez vécu? Bien sûr, bien sûr. Il y a une angoisse, ça peut toujours revenir. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et il y a une recrudescence actuellement, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, je crois. Est-ce que quand vous étiez dans le camp, vous doutiez que ce seraient les Russes qui viendraient vous libérer? On n'était plus dans le camp, nous étions sur la route pour aller à Theresienstadt. Ce sont les Anglais qui ont libéré le camp. Nous avons été libérés en cours de route dans le convoi, le train fantôme, par les Russes. Mais non, on ne savait pas, on l'ignorait complètement. Quand vous êtes rendu sur les lieux pendant le 60e anniversaire, qu'est-ce que vous avez ressenti? Beaucoup d'angoisse et beaucoup d'émotions. J'avais l'impression de revoir ce camp, même s'il n'existait plus, de revoir la baraque, d'entendre certaines voix que je n'entendrais plus. Cette jeune femme qui, tous les soirs, chantait des chansons d'une chanteuse qui s'appelait Rina Ketty, et tous les soirs, elle chantait, et qui est morte. Est-ce que vous dormiez beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que vous faisiez des cauchemars Bien sûr, bien sûr. Tu sais, au camp, au début, on dormait à 2 par flanc. C'était très étroit, à tête bêche. Après, à 3. On dormait pas beaucoup. Et puis, on avait peur des rats qui cavalaient partout, qui grimpaient même sur les sur les lits. D'ailleurs, j'ai toujours peur des rats. Et est-ce qu'un Allemand a essayé de tuer vous enlever l'arme? Non, sauf quand on sortait, quand on est arrivé, ils étaient tous l'arme braquée sur nous pour nous faire avancer très vite. Mais je sais qu'il y a eu au camp le chef du camp Kramer qui avait été à Auschwitz auparavant, n'était pas un tendre. Et il y a eu des tués, soi-disant parce qu'ils volaient, soi-disant. Enfin, il y avait toujours une bonne excuse. Et les femmes SS n'étaient pas plus tendres. À Bergen, il y avait des femmes SS. Les souris grises, on les appelait. Pour manger, est-ce que vous aviez un temps précis ou... Non, on avait une gamelle. Quand c'était l'heure de la gamelle, il y avait ceux qui allaient chercher les bouteillons aux cuisines, qui étaient lourds à traîner d'ailleurs pour des déportés affaiblis. Mais bon, non, il n'y avait pas tellement d'horaires. Est-ce qu'il y a encore des questions, une ou deux, avant de remercier Paulette? Écoutez, je te remercie Paulette de ce témoignage. De leur attention, je leur écoute aussi.
C'est vrai, je vous remercie pour les questions qui étaient toutes très intéressantes. Hein. Et puis, on va remercier Paulette, puis je crois qu'on va l'applaudir.